Ah ouais. Il faut que je change. Non, il faut que je change. Adam, d'ailleurs. Adam, tu vas parler. Je suis un peu coincé par la forêt de micro là. Hein? Ah bon, allez, il faut tonner comme... Ah non, il m'a tonné aujourd'hui. C'est rare. Allô. Je vous remercie, chers confrères, de m'avoir donné la parole pour intervenir dans le cadre de cette conférence de presse autorisée par M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Je ne vais pas trop revenir sur ce qui a été dit et très bien dit par mes confrères, parce que nous sommes tous indignés par ce qui se passe actuellement dans le dossier de M. Mohamed Ngom dit Farba, où depuis le 27 février 2025, M. Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt. Il a gardé prison. Il a fait état de son état de santé par le biais de ses avocats le 27 février 2025. Son état de santé n'avait pas été pris en compte par le juge d'instruction, qui, par la suite, saisi à nouveau, avait estimé nécessaire de désigner un expert en la personne du professeur Alassane Mbaye, lequel avait déposé un rapport dans lequel il avait clairement indiqué que l'état de santé de M. Ngom était incompatible avec la vie en milieu carcéral. Parce que c'est la question qui lui a été posée par le juge d'instruction. Et je précise que Alassane Mbaye avait été choisi non pas par le juge, mais par l'ordre des médecins du Sénégal. C'est extrêmement important. Parce que Alassane Mbaye ne connaît Farba ni d'Adam ni d'Ève. Il ne l'a jamais vu. Mais une mission lui a été confiée. Et il a exécuté cette mission à son âme et conscience. Et malgré tout, M. Farba Ngom n'a pas bénéficié d'une liberté provisoire sur la base de ce rapport. Une contre-expertise. Et cette fois-ci, cette contre-expertise a été confiée à 3 professeurs d'université, des agrégés de médecine, je précise bien, proposés également par l'ordre des médecins du Sénégal. Et qui également, ce collège de médecins, je dirais de professeurs en médecine, a déposé un rapport dans lequel il conclut, au même titre que celui du rapport précédent, pour dire que l'état de santé de Farba est incompatible avec la vie en milieu carcéral, et que même, eux, ils avaient retrouvé une maladie que le précédent n'avait pas retrouvée, c'est-à-dire la mort subite, qui peut intervenir à tout moment. Et sur cette base, une demande de mise en liberté a été sollicitée par les avocats de Farba Ngom. Mais malgré tout, le juge d'instruction a ordonné son transfèrement au pavillon spécial. C'est ce qui explique que Farba Ngom est jusqu'à présent au pavillon spécial. Et suite à l'appel de cette décision, la chambre d'accusation a dit que non, Farba doit quitter le pavillon spécial, on doit le mettre dans un centre hospitalier approprié. Or, ce centre hospitalier approprié n'existe pas au Sénégal. En réalité, il fallait le libérer et le laisser rentrer chez lui. Mais c'est ce que le pouvoir ne pouvait pas entendre et ne voulait pas. Ainsi, de guerre lasse, Farba est resté en prison. Pendant 11 mois, il a été finalement extrait par le juge d'instruction pour être auditionné au fond. On l'a entendu au fond, il a exposé, il a contesté les faits et
Tahirou Sarr a été ultérieurement entendu par le juge et Tahirou Sarr est venu pour blanchir Farba, le laver à grande eau, comme j'ai eu à le dire, pour dire que, en réalité, vous avez un innocent qui est en prison. Ce que vous, État, vous nous reprochez, Farba et moi, c'est 125 milliards. Les 125 milliards, moi je justifie 230 milliards. Et moi, d'ailleurs, État, vous me devez 600 milliards. C'est-à-dire, en fait, voilà une justice qu'on essaie de manipuler. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun élément dans le dossier. Et c'est sur la base de ces éléments qui sont indiscutables et incontestés que le juge d'instruction a pris enfin ses responsabilités. Il a estimé qu'il y avait des contestations très sérieuses qui pouvaient justifier que le mandat de dépôt qui est décerné contre Farba et Tahirou Sarr, ce mandat soit levé et qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le 7 janvier, le juge d'instruction rend 2 ordonnances. L'une en faveur de Tahirou Sarr, l'autre en faveur de Farba Ngom. Le même jour, il notifie au procureur financier les 2 ordonnances, comme l'y oblige la loi. Donc, on reste le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Dans l'après-midi, à 15 h, monsieur le procureur financier reçoit des instructions émanant de la garde des Sceaux. Garde qui sauve. Des sauts, peut-être des sottises. Et donc, il reçoit des instructions qui lui donnent ordre de relever appel de cette ordonnance-là. Pour qui? Non pas pour les deux, mais pour Farba Ngom uniquement. Tahirou Sarr, évidemment, on le libère, on l'élargit, on signe le certificat de mai-levé du mandat, la décision. Et Tahirou Sarr retrouve la liberté. Mais Farba, lui, il reste en prison. Parce que simplement, entre-temps, on s'est dit, mais tiens, il y a un problème qui se pose au niveau de la prison, du pavillon spécial. Et je vais vous dire, en réalité, ce qui s'est passé. Tout a été orchestré. Tout. Tout a été orchestré par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec la complicité de M. Ousmane Sonko. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils ont eu vent, au mois de décembre, que Farba allait être libéré, parce que simplement il n'y a aucun élément dans le dossier, qu'est-ce qu'on a dit? On a tout de suite nommé un certain Idrissa Sow. Le 11 décembre, en Conseil des ministres. On le nomme directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire. Le 11 décembre. Directeur général de l'administration pénitentiaire. Je précise que Idrissa Sow, c'est le garde pénitentiaire qui avait été envoyé en prison pour le dossier médical de Ousmane Sonko. De Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le 11 décembre, on vous nomme en Conseil des ministres. Vous n'avez même pas encore certainement reçu une notification de votre décret. Que le 29 décembre, c'est-à-dire 10 jours après, vous débarquez. Il a débarqué à 1 h du matin. Je précise bien. À 1 h du matin, il a constitué son équipe. Dans la seule cellule de femme. Il a constitué son équipe à 1 h du matin. Sans pour autant informer le directeur du pavillon spécial, qui n'était pas au courant de cette descente. Il est venu, il a sonné à la porte. Quand il est venu, il a sonné à la porte de la prison. Il est entré. Il a demandé au chef de poste où se trouve la cellule de Farba. Donc il est allé directement dans la cellule de Farba. Alors qu'il y a d'autres cellules. Parce qu'il parle de fouilles. Il parle de fouilles inopinées. Mais ce jour-là, le pavillon spécial n'a reçu il n'y a que la cellule de Farba qui a reçu une fouille. Les autres. Et avant le pavillon spécial, il a fait un crochet
à la prison de Rebus. Mais où il est été là-bas, il a fait semblant. Il a fait semblant de faire une fouille dans une cellule, etc. Bon, après, il est reparti. Parce qu'en réalité, il fallait donner une sorte de caution, il fallait donner une sorte de sincérité ou de véracité à l'opération. Et donc, c'est comme ça qu'il a quitté précipitamment Rebus pour aller au pavillon spécial. Mais du pavillon spécial, puisqu'il avait une équipe de 4, plus lui, directeur général adjoint, qui vient d'être installé, qui n'a même pas fait 1 mois de fonction. Idrissa Sow, qui en guise de récompense du comportement délictueux qu'il a eu dans le dossier médical de Sonko, on le nomme directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire. C'est ce monsieur-là qui est venu, qui n'a pas informé M. Sarr, le directeur de la prison, qui n'a reçu aucun coup de fil de sa part, qui est venu, qui a débarqué, qui a à la limite forcé, à 1h du matin, pour venir fouiller la cellule de Farba. Et c'est de là où il a retrouvé le portable. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que quand on fait une fouille, dans la plus parfaite illégalité, parce qu'il n'est même pas le directeur du pavillon spécial, la fouille devait être l'œuvre du chef de l'établissement. Mais lui, il ne le fait pas. Il vient, il entre, il prend les 2 portables. Normalement, il doit consigner les 2 portables au niveau de la prison. Mais il les emporte avec lui. C'est ce qui s'est passé. Et après, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait semblant pour aller au Cap Manuel, dans la cellule de Tahirou Sarr. Et dans la cellule de Tahirou Sarr, vous savez ce qu'il a trouvé? Une boisson énergisante. Il a dit non à Tahirou, non, je prends la boisson parce que je vais analyser. Il n'est jamais revenu. En réalité, il fallait faire semblant. Parce que ça, c'est des informations que personne n'a, mais que je livre pour vous dire que tout est minutieusement orchestré. Et depuis lors, aucune fouille n'a été entreprise par M. Idrissa Sow avec son équipe dans toutes les prisons. Parce que l'objectif, c'était quoi? Soi-disant, ils ont une mission de sécurisation de l'ensemble des établissements pénitentiaires sur l'ensemble du territoire national. Rien du tout. Depuis lors, ils n'ont entrepris aucun acte. Parce que s'ils étaient allés au camp pénal, au camp pénal il y a 2 ans, il y a eu une fouille inopinée. Qu'est-ce qu'on a saisi? 50 000 téléphones portables. C'est le quotidien. On a saisi plus de 5 000 téléphones portables au niveau du camp pénal, détenus par les personnes détenues. Et ça, la presse en avait parlé. Mais non, on ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'on voulait? C'est-à-dire, on voulait la tête de Farba. On voulait faire tout pour que Farba ne sorte pas de prison. C'est-à-dire, on a créé une affaire dans l'affaire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la théorie de Charles Pasqua. C'est-à-dire, on a créé une affaire dans l'affaire. Et il fallait faire tout pour garder Farba en prison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont donné instruction au procureur de faire appel de l'ordonnance qui ordonne la mise en liberté de M. Mohamed Ngom Di Farba. À la dernière minute. Et ce qui le bloque en prison. Et maintenant, on introduit une procédure pour dire, oui, on va demander la main levée de son immunité parlementaire. Mais au préalable, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que ce que nos prédécesseurs nous ont légué, le Sénégalais l'a oublié. C'est-à-dire l'administration sénégalaise était très poussée avant. Et maintenant, l'administration sénégalaise, c'est la plus nulle du Sénégal, du monde même. Parce que franchement, on a l'impression qu'on a une administration qui marche sur la tête. Parce que Farba a été entendu à 3 reprises. C'est-à-dire d'abord, on a fait un ordre d'extraction au juge du premier cabinet qui a autorisé. La section de recherche avait été saisie pour enquête par le procureur de la République. Le procureur demande à l'administration, à la section de recherche de mener une enquête. Cette enquête a été menée par l'administration qui a obtenu un ordre d'extraction.
Quand Farba a été extrait, il a été entendu. Une première fois. On le ramène au pavillon spécial. On l'extrait à nouveau. On l'entend une deuxième fois. On le ramène au pavillon spécial. On l'extrait à nouveau. On l'entend encore. Cette fois-ci, on lui dit, on vous notifie votre garde à vue. Vous êtes placé en position de garde à vue. Vous êtes en état d'arrestation et vous êtes placé en position de garde à vue. Parce que seulement on aurait exploité vos téléphones qu'on avait gardés pendant 10 jours. Parce que même, entre parenthèses, même ceux qui sont poursuivis récemment pour une histoire d'homosexualité, c'est-à-dire la gendarmerie agit dans la plus parfaite illégalité. Parce qu'on ne peut pas exploiter les téléphones d'autrui sans pour autant que ces personnes-là donnent leur accord, sans leur présence, sans la présence même éventuellement de leur conseil. C'est-à-dire dans ce pays, on agit toujours en marge de la loi. C'est-à-dire on a l'impression que franchement, le Sénégal marche à l'oculon. Au lieu d'avancer, nous on recule dans ce pays. Au lieu d'avancer, le pays est au bord et même le pays, au lieu d'être au sommet de la pyramide, nous on est au bas de la pyramide. C'est-à-dire nous on marche à l'oculon. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire on fout au pied toutes les règles. Que fait la garde des Sceaux, qui elle passe tout son temps à violer la loi dans cette affaire? C'est-à-dire, c'est la première fois, depuis que le Sénégal est indépendant, qu'un ministre de la Justice ou ministre de la Justice se plaint qu'ils doivent au moins faire une conférence de presse, un point de presse pour un dossier. Et vous avez remarqué une chose, le point de presse, elle l'a fait en solitaire, mais sans la présence des autorités judiciaires. Parce que les autorités judiciaires n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire, en fait, elle s'est substituée aux autorités judiciaires. C'est-à-dire, on a violé la loi impunément. Parce que c'est l'habitude qui est instaurée par les autorités actuelles. C'est-à-dire, on piétine les règles, on piétine les institutions, et on piétine la loi. Mais nous, on est là pour nous battre pour des questions de principe. Parce que nous estimons que l'état de droit doit être préservé. Les droits des personnes doivent être respectés. On ne peut pas se lever impunément, violer cette loi et se permettre de faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous envisageons d'ailleurs même de déposer une plainte contre elle. Parce que seulement ce qu'elle ne sait pas, on nous a parlé, mes confrères l'ont dit, parce que le secret professionnel entre un avocat et son client, mais c'est un secret illimité et absolu. Notre règlement intérieur qui régit la profession d'avocat est clair, en son article 39. Le secret professionnel est illimité et dans le temps et absolu. Donc, elle n'avait pas à s'immiscer dans les correspondances ou dans les conversations entre avocat et client. La preuve en est que quand un avocat va rendre visite à son client au niveau de la prison, ils sont isolés. Les gardes pénitentiaires ne peuvent même pas y assister. Parce que c'est ça. Mais elle ignore tout à sa décharge. Elle n'a jamais fait de droit. Donc le ministère des Affaires étrangères, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire maintenant, à la ministère de la Justice, ça va être davantage une catastrophe. C'est-à-dire on ira de catastrophe en catastrophe. Il faudrait que cette catastrophe-là soit stoppée. Il faut qu'on stoppe cette catastrophe. Parce que sinon, c'est la République qui ira en catastrophe. Et qu'on respecte les règles. Nous, on ne demande qu'une seule chose, c'est de respecter les règles. Et je vois mal aujourd'hui la levée de l'immunité